à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la fixation du prix. Nous allons aborder les contraintes légales. Premier point que nous allons aborder, le seuil de revente à perte, abrégé SRP. Il s'agit du seuil en dessous duquel un distributeur n'a pas le droit de vendre un produit légalement. On cherche l'information sur un site tels que economie.gouv.fr ou directement sur le site de la DGCCRF, donc Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Alors, le seuil de revente à perte, il s'appuie sur ce qu'on appelle le prix d'achat effectif, c'est-à-dire le prix d'achat d'un produit qu'un distributeur va revendre en l'état, donc sans transformation. Ce prix d'achat figure sur la facture et peut être majoré des éventuels frais de transport à condition que ceux-ci aient fait l'objet d'une facturation. S'ils ont été réalisés, si le transport a été réalisé directement par l'un ou l'autre des acteurs, alors il ne peut pas rentrer dans le calcul du seuil de revente à perte. La loi Egalim a instauré pour les denrées alimentaires et des produits d'alimentation des animaux l'application d'un coefficient par rapport à ce seuil de revente à perte, un coefficient de 1,1, à partir du 1er février 2019, et pour une expérimentation sur 2 années. Le seuil de revente à perte est ainsi majoré de 10%. Un produit acheté 10 euros ne pourra pas être revendu en dessous de 11 euros. L'objectif de cette loi étant de mieux rémunérer les agriculteurs. Nous allons voir un extrait d'un reportage sur Public Sénat qui date du mois de juin 2019. On voit aujourd'hui qu'on est à moins 0,4% sur les prix. Ça veut dire que la loi Egalim, qui devait normalement réévaluer les prix pour améliorer le revenu des agriculteurs, n'est pas au rendez-vous. Le texte vise pourtant à rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs, avec un principe, inverser la construction du prix, en partant des coûts de production des agriculteurs. C'était l'enjeu de la loi Egalim, normalement avancer en marchant, partir des coûts de production, ensuite que la transformation y intègre ses coûts de transformation et fasse sa marge, et qu'ensuite les distributeurs fassent leur marge de commerçants. Sauf que là, on est toujours dans un schéma, on l'a entendu ce matin, dans un schéma de ruissellement. Un ruissellement qui, dans les faits, ne redescend toujours pas dans la poche des producteurs. Voilà, comme on l'a vu dans ce reportage, l'objectif de l'élévation du seuil de revente à perte, c'est-à-dire de mieux rémunérer les agriculteurs, n'a pas été atteint, en tout cas à ce jour. Voyons maintenant les exceptions du seuil de revente à perte, c'est-à-dire les cas pour lesquels un distributeur a le droit de revendre un produit en l'état en dessous du prix d'achat effectif, du prix auquel il l'a acheté. Donc il existe un certain nombre d'exceptions que nous allons voir. Le premier cas, c'est les ventes volontaires ou forcées. Donc par forcé, on entend dans le cas d'une liquidation judiciaire, par exemple, ou dans le cas où un mandataire aurait été désigné pour liquider des stocks. Donc la cessation ou le changement d'une activité commerciale, c'est-à-dire lorsqu'un commerçant est amené à cesser son activité de façon volontaire ou forcée, ou changer d'activité, il a le droit de vendre à perte. Les fins de saison ou l'entre-deux saisons de vente. C'est notamment le cas dans les zones balnéaires, les zones touristiques. L'obsolescence technique ou les produits démodés. Imaginez par exemple un téléphone qui est resté en stock depuis 7, 8, 9 ou 10 ans, il est complètement obsolète. Le réapprovisionnement à la baisse. C'est le cas où on rachète des produits à un prix inférieur. Et donc, de fait, la valeur du stock que l'on va avoir en tant que commerçant va diminuer. Imaginez le commerçant qui vend des fruits et légumes. Chaque jour, il achète ses fruits et ses légumes et les prix peuvent être amenés à varier. À chaque fois qu'il va racheter, la valeur moyenne de son stock va être ajustée à la hausse ou à la baisse. Et donc, le seuil de revente à perte va être amené à bouger également à la hausse ou à la baisse. Le cas de l'alignement sur le prix le plus bas. Alors, il concerne les magasins de petite surface, moins de 300 mètres carrés, spécifiquement pour les produits alimentaires, et 1000 mètres carrés pour les produits non alimentaires. L'idée, c'est que cette possibilité permet à ces magasins de rester compétitifs, c'est-à-dire de leur permettre ponctuellement de baisser les prix en dessous du seuil de revente à perte pour rester compétitifs par rapport, par exemple, à une grande surface qui serait implantée dans la même zone d'activité et qui aurait une politique plus agressive en termes de prix. Le cas que l'on connaît tous, les produits périssables, c'est les fameuses dates courtes que l'on a
dans les supermarchés, les hypermarchés ou les magasins de proximité. On note que l'altération doit être rapide, c'est-à-dire qu'on est proche de l'échéance de la DLC. Ensuite, les produits soldés. Donc le cas des soldes est bien spécifique. Pendant les soldes, on a le droit de vendre à perte. Et on garde à l'esprit qu'une entreprise n'a aucun intérêt de vendre à perte. En effet, elle va perdre de la marge, avoir un chiffre d'affaires plus faible. Le seul cas est la possibilité pour elle de liquider des stocks de produits qu'il ne serait pas possible de vendre au prix juste. Et c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles les villages de marque, les villages outlet, se sont développés en France, proposant toute l'année des prix remisés sur d'anciennes collections. Voyons ensemble un reportage de France 3 qui nous présente le village de marque de Miramas. Pourquoi payer le plein tarif quand on peut bénéficier toute l'année de réduction? C'est le concept lancé par le village des marques à Miramas. Ouvert en 2017, il accueille près de 2,5 millions de visiteurs par an. Donc elle sera valable et utilisable jusqu'au 7 janvier. Merci beaucoup. La veille des soldes. Merci. Frédéric Jacques, est-ce que les soldes d'hiver ont toujours un sens pour un village comme le vôtre qui pratique des promotions toute l'année? Alors oui, ça a un vrai sens parce que justement nous pratiquons des promotions toute l'année puisqu'on a moins 30% tout au long de l'année sur des grandes marques. Et pendant les soldes, les remises se cumulent aux 30%. Donc, ce qui veut dire que pour un client, on a vraiment de très belles affaires à faire. Donc oui, ça a vraiment du sens, bien sûr. Alors comment est-ce qu'on fait pour pratiquer moins 30% toute l'année? Ça, c'est la question que l'on se pose. Nous sommes un outlet, donc nous vendons des collections des années passées. Donc, naturellement, la collection perd 30% de son prix. Là, en ce moment, on est en hiver 2019. On vend la collection de l'hiver 2018. On peut donc constater que dans un village de marque outlet, il y a à la fois le fait qu'on est sur des modèles dépassés et puis, pendant les soldes, la possibilité de vendre à perte. Passons maintenant à la notion de prix abusivement bas. Le prix abusivement bas concerne donc l'ensemble des produits qui ont fait l'objet d'une transformation, contrairement à ce qu'on avait vu précédemment sur le seuil de revente à perte. La source est toujours la même, économie.gouv.fr ou DGCCRF. C'est une pratique interdite. En fait, c'est la pratique qui consiste à vendre un produit au prix qui est inférieur au coût de fabrication, de transformation, de commercialisation de ce même produit. C'est-à-dire finalement vendre à perte, mais en ne prenant pas le prix d'achat effectif puisqu'il n'y a pas eu un achat pour une revente, mais plutôt les coûts. Alors, on peut dire que le prix est abusivement bas, donc la pratique étant interdite, à condition que 3 conditions cumulatives soient réunies. C'est-à-dire qu'il concerne le consommateur final, c'est-à-dire vous, moi, en tant que consommateur. Que le niveau de prix est insuffisant pour couvrir les coûts, dont on a parlé précédemment, et qu'il se traduit par une volonté du commerçant d'évincer un concurrent ou un produit concurrent. Alors, cela peut arriver lorsque vous avez un commerçant qui va s'implanter un nouveau concurrent dans sa zone de chalandise. Passons maintenant à la notion de prix imposé. Le prix imposé, c'est lorsqu'un producteur impose un prix de revente minimum à un distributeur. L'extrait du Code de commerce que je vous présente ici le mentionne très bien que la pratique est interdite et qu'une amende est prévue à cet effet. Cependant, il est très courant que le producteur conseille un prix de revente et fixe un prix de revente maximum. Alors ça, c'est accepté par une directive européenne et c'est courant car on l'a vu dans le cadre des stratégies prix, un producteur peut être amené à définir une stratégie prix. Et en fixant un niveau maximum de revente ou en conseillant un prix de revente, il garde ainsi le contrôle sur le prix de vente au consommateur final et donc sur sa stratégie prix. Il existe cependant une exception notable, elle concerne les livres. Le prix des livres est imposé, le prix de revente des livres est imposé, il est par ailleurs très souvent écrit sur le livre. Cela date d'une loi de 1981 qui visait principalement à réduire les inégalités d'accès à la culture. Les revendeurs, les libraires ou revendeurs généralistes ont la possibilité d'accorder une remise allant jusqu'à 5% de ce prix de vente. Des remises plus importantes peuvent être accordées dans des cas spécifiques, par exemple de revente à des collectivités ou des établissements scolaires. Voilà, nous avons terminé cette vidéo sur la fixation du prix et les contraintes légales. N'hésitez pas à liker et partager et surtout, testez vos connaissances.